Bienvenue dans ce nouveau format d'interview où nous stimulons notre imagination tout en discutant en même temps. Aujourd'hui, je reçois Hugo Paul. Bienvenue et merci d'être mon premier invité. Salut Guillaume et merci pour l'invitation. Hugo, tu es explorateur de communauté. Tu es parti 1 an à la rencontre de collectifs en Europe pour comprendre comment faire communauté dans notre monde très individuel. Tu partages tes apprentissages de ton exploration avec sincérité et puissance dans ta newsletter et dans ton livre Faire Tribu qui est disponible aux éditions Erol. Tu es aussi fan de randonnée, du LOSC ou de longues discussions au coin du feu. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Un grand merci pour l'invitation, j'ai hâte de voir ce que tu nous as préparé là. C'est assez curieux donc j'ai hâte. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on commence directement avec notre activité et que je puisse te poser des questions en même temps. C'est parti. Aujourd'hui, pour l'activité que je t'ai prévue, donc tu es un spécialiste des communautés et notamment comme je l'ai dit juste avant, des rencontres au coin du feu, on en reparlera. Donc ce que je te propose, c'est qu'on essaye avec nos caplas qu'on a aujourd'hui, de recréer une scène de feu de camp. Qui donc est cher à toi, tu nous en diras un peu plus. Donc l'idée c'est qu'on construise ça ensemble et qu'on essaye de voir jusqu'où on va, un peu jusqu'à la fin de notre interview, quoi. Génial. C'est parti. C'est parti. Alors je sais pas si c'est, j'avais pas trop d'idées de comment faire, pas forcément un grand feu de camp tout machin, mais peut-être petit feu de camp, des petites infrastructures, voilà. Ok. Je te laisse commencer et puis moi je vais quand même te poser des questions. Ouais. Est-ce que peut-être tu t'imaginais comme ça, petit explorateur et ensuite entrepreneur à parler de communauté? Ah non, pas du tout. Petit, moi je m'imaginais, il faut que je fasse mes caplas en même temps. Ah oui, Petit, moi je m'imaginais, je pense que c'est la première fois que je le dis, mais militaire. Ok. Je m'imaginais militaire parce que j'ai toujours eu une énorme envie d'aller servir le collectif, de faire ensemble, de se dépasser. Ensuite, donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour réussir à faire militaire, mais comme j'étais pas sûr de moi, en ayant un parcours qui me dise, je peux aller faire d'autres choses si jamais j'ai finalement pas envie, et de prendre une décision sur qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie à 18 ans, mais je trouvais ça hyper compliqué. Ouais, je comprends. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait une école d'ingénieur. Et arrivé en école d'ingénieur, là, à un moment, avant d'entrer, vraiment, je me rappelle, j'étais à la montagne, et je me suis dit, en fait, j'aurais peut-être 2 métiers dans ma vie, allez, peut-être 3. Un métier j'avais encore le côté militaire. Le deuxième métier, c'était éleveur de chèvres. D'accord. Et le troisième métier, c'était entrepreneur. D'accord, quand même. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un peu des trois. Il y a un peu des trois parce que entrepreneur, je suis totalement, puisque aujourd'hui, c'est notamment au travers de mes activités de conférencier et du livre, j'ai ce besoin de créer, d'entreprendre pour réussir à partager ce message qui me tient fortement à cœur, qui est de comment on arrive à faire ensemble dans un monde qui est hyper individualiste. Il y a le côté militaire parce qu'en fait, il y a plein de choses dans le métier militaire, mais moi, ce qui m'intéressait, ce qui me captivait, c'était de rassembler des femmes et des hommes et de réussir à faire des choses collectivement. D'accord. Au service d'eux. Et ça, je pense que aujourd'hui, le fait de parler de faire ensemble et de le faire au service de quelque chose, c'est ça qui me permet d'avoir cette notion de militaire. Et puis en fait, à côté, et je pense que ça surprend beaucoup, c'est que moi j'ai une vie qui est 50% extrêmement collective, où je parle de collectif, je suis dans des communautés, j'explore ce sujet-là, et 50% de ma vie qui est extrêmement solitaire, et où je suis quelqu'un d'extrêmement introverti, et donc le temps que j'ai pour me ressourcer, c'est du temps qui est seul. Et c'est ce temps seul qui me permet de bien faire ensemble. Et du coup, c'est pour ça, en fait, c'est ça que j'allais chercher, moi, dans ce côté éleveur de chèvres, c'est que, d'avoir mon troupeau au calme, près du vivant, mais c'est la meilleure vie pour moi. Ouais. Et donc, aujourd'hui, j'y suis pas encore, mais j'essaye peut-être de trouver ce bon cadre de vie qui me permet de lier le jeu, ce côté individuel, avec le nous, ce côté collectif. Et ça, je le trouvais dans mon métier. Exceptionnel, merci pour cette introduction haute en couleurs et en métiers différents. Je vois que tu avais déjà une imagination débordante en étant petit. Et donc là, tu t'es focalisé sur, si je peux dire, la science des communautés,
comment faire communauté, travailler ensemble, etc. Ici, dans cette émission, on va parler d'imagination. Est-ce que dans un collectif, c'est possible de cultiver une imagination qui soit commune ? Une imagination commune ? Dans le sens où on parle souvent qu'il faut une vision commune, tu l'expliques, une vision commune pour la communauté, mais est-ce que c'est possible que cette vision, elle tende vers un imaginaire qui soit la même pour tous, ou alors c'est assez individuel quand même au point de vue de chacun, côté imagination, selon toi ? Parce que moi, avant de venir là faire des caplas, je me suis dit, ok, c'est quoi l'imagination pour moi ? Parce que je savais que c'était le sujet qu'on allait aborder. Et il y a eu une image qui m'est venue en tête, c'était de se dire, justement, l'imagination, c'est notre capacité à créer, à se projeter dans quelque chose qu'on ne voit pas actuellement. Clairement, le feu de camp, on n'est pas, on ne le voyait pas, notre capacité d'imagination, je l'espère, nous permettre de créer un feu de camp. Et donc, ça, c'est pour moi quelque chose d'assez individuel, de dire que voilà, c'est quelque chose qui doit sortir de nous. En revanche, je pense que de cultiver une culture commune et une vision commune peut nous permettre d'aller nourrir plein d'éléments qui vont permettre de créer finalement une imagination commune. Je m'explique. C'est que l'imagination, c'est en gros vouloir créer le monde de demain, si on le met à la place d'un collectif. Et pour ça, il faut quoi ? Il faut l'état actuel, avoir une base commune. Donc là, c'est la culture commune, c'est qu'est-ce qu'on partage comme valeurs, comme rituels, qui nous permettent d'avoir les mêmes ingrédients de départ. Voilà, que dans notre imagination, qu'on ait les mêmes caplas. Et que ensuite, on se projette à faire la même chose. C'est-à-dire que la vision commune, c'est où on va. Et donc, c'est un peu si je reprends et que je file une métaphore, c'est ok, la vision commune, c'est là, on a envie de faire un feu de camp. Ça, c'est notre vision commune à tous les deux. Notre culture commune, c'est d'avoir ces caplas. Et peut-être, parce que je le sais, qu'on a une certaine vision, par exemple, du vivant. Donc, par exemple, je sais que ton feu de camp, tu vas plutôt faire un feu de camp qui est en extérieur plutôt qu'un feu de camp intérieur, un brasero, etc., qu'on aura peu vu dans notre vie. Et donc, du coup, cette culture commune, c'est avec quoi on part, ces caps-là. La vision, c'est où est-ce qu'on veut aller. Et l'imagination, c'est tous les chemins possibles qui vont nous permettre, de là où on est, partir vers notre vision. Et donc, pour répondre à ta question, oui, pour moi, c'est possible, c'est même indispensable. Mais pour ça, il faut que notre vision elle soit claire, donc là où on va. Et il faut aussi prendre le temps, avant de dire ok, on imagine quelque chose ensemble, de dire mais avec quoi on part pour nous permettre d'avoir cette imagination commune. Donc partir d'aujourd'hui, que chacun, même individuellement, prenne ses expériences et qu'on nourrisse une culture commune, et ensuite qu'on tende vers cette vision ensemble. Exactement. Et là, je pense que ce qui est intéressant, et ce qui est génial avec l'imagination, c'est qu'on peut avoir quelque chose en tête, mais genre par exemple le feu de camp là, je suis sûr qu'au moment où tu me l'as dit, j'ai eu l'image dans ma tête de ce quoi ça allait être. Et toi, je sais forcément que tu as une image qui est différente. Et donc ça, pour un collectif, c'est hyper riche. Parce que c'est ça qui va permettre de nourrir cette diversité. Et on le voit dans les collectifs, la diversité, c'est ce qui nous permet d'avoir des meilleurs résultats. Ça, c'est prouvé. Attention, il y a un point, c'est que ça nous permet d'avoir des meilleurs résultats sur le long terme. D'accord. Pas sur le court terme. Sur le court terme, c'est toujours plus simple de le faire avec des personnes qui pensent comme nous, qui agissent comme nous. Par contre, sur le long terme, ce qui a été prouvé, c'est que ça nous permet d'avoir une meilleure innovation, une meilleure résilience. Et donc, là, tu vois, si on le met au niveau de l'imagination, notre but, c'est quoi ? C'est d'avoir une imagination sur le long terme. Parce que si notre but, c'est donc là, on se prête au jeu, c'est de faire un feu de camp en autant de minutes, mais c'est plus simple. Tu dis qu'il est nul aussi, mon activité. Mais non, je dis juste que si on veut faire un beau feu de camp et qu'on veut se servir de notre diversité, il faut justement prendre le temps de faire un feu de camp en 20-30 minutes plutôt que faire un feu de camp en 1 seconde ou en 2 secondes et faire le feu de camp le plus rapide. Et je pense qu'aujourd'hui, on nous pousse à faire des feux de camp, à faire quoi que ce soit, à faire des projets le plus rapidement possible et pas à faire des projets qui tiennent sur la route et du coup qui ne vont pas se servir de la diversité de nos imaginations et de la diversité de nos points de vue. Eh bien, merci pour ça. Tu expliques, pour rebondir un peu dans l'univers, t'en parlais au début, assez individualiste actuel, tu écris dans une de tes newsletters que dans l'imaginaire actuel individualiste, on nous pousse à grandir en croyant qu'on doit réussir seul et que le manque de soutien social est un acteur prédictif de toutes les causes de mortalité. Comment on
fait tribu pour changer cet imaginaire individualiste qui est assez nocif donc, pour nous actuellement. Ouais. Donc ça, pour bien capter l'importance de faire tribu, aujourd'hui, c'est le premier facteur de bonheur et de santé. Ça, c'est une étude de Harvard qui le dit. Ça fait plus de 70 ans qu'ils suivent des personnes, qui voient mais qu'est-ce qui font que les personnes sont en bonne santé et sont heureuses. C'est pas l'argent qu'on gagne, c'est pas la représentation sociale qu'on a, mais c'est les liens qu'on a avec notre communauté. Donc c'est un besoin qui est vital et qui est en nous. Notre chiffre pour le montrer, quelqu'un qui est isolé socialement, c'est comme si elle fumait 15 cigarettes par jour. Ça, c'est le département de la santé américaine qui le dit. Donc bref, j'en dis 15 000 chiffres comme ça pour vous montrer à quel point c'est important de faire tribu et c'est en nous. Maintenant, en effet, face à un récit qui est hyper individualiste, comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, il y a environ 54% des personnes qui sont seules. D'accord. Chez les jeunes de notre génération, c'est 62%. Plus d'un jeune sur deux. Et donc, on voit ces chiffres-là, on voit l'importance, on comprend bien qu'il y a un problème. Moi, l'un des plus gros aspects qui est important pour faire tribu, c'est déjà reconnecter à cette importance-là. C'est pour ça que je vous donne ces chiffres. Le deuxième point, c'est de remuscler notre capacité à faire ensemble. Comme on doit remuscler notre capacité d'imagination, comme là je le fais là, et on voit bien je galère, eh bien notre capacité à faire ensemble, elle doit aussi remuscler. Et je sais que tu cours beaucoup. Ouais. Si pendant un an tu ne cours pas, c'est terrible. C'est terrible. Mais le moment où tu vas te remettre à la course, tu vas pas dire ok je vais me faire un petit marathon. Tu vas d'abord reprendre par des petites courses, des petites sorties. Ouais. Et bien pour faire ensemble, c'est la même chose. Quand on se sent isolé, quand on sent on a moins l'appétence à aller vers quelqu'un, vers l'autre, notamment vers l'étranger, l'étrangère, celle qui est différente de nous, eh bien il est important de le faire étape par étape. Alors là-dessus, j'ai une question qui est complémentaire en essayant de se mettre dans la peau donc, de quelqu'un qui est un peu comme ça, parce que moi aussi je suis plutôt introverti, j'aime de temps en temps avoir des expériences sociales, mais plutôt quand même avec des gens que je connais, et je ne suis pas forcément à l'aise à l'idée de m'intégrer directement dans un groupe. Et du coup, ma question, c'était donc moi, mon imaginaire et mon imagination portée sur un groupe que je ne connais pas, elle va être plutôt justement dans la crainte, dans est-ce que je vais me faire accepter, comment est-ce que je peux m'intégrer au mieux dans un groupe. Quels conseils concrets tu pourrais donner à quelqu'un comme moi ou d'autres qui sont plutôt introvertis et donc solo dans certaines activités pour essayer de faire ces petits pas et refaire tribu? Un petit pas que tout le monde peut faire et qui a un impact direct sur notre santé, c'est dire bonjour. Dire bonjour à des gens dans la rue, dire bonjour à des personnes dans son quartier, dire bonjour à des personnes avec qui on travaille, ça nous permet de remuscler notre muscle social, de réapprendre à aller vers l'autre et surtout ça nous rend plus heureux. Ça c'est notre étude qui le montre. Si on dit une fois par semaine bonjour à un étranger, on a 3 fois plus de chances d'être heureux. Ça semble assez facile. Ça semble assez facile. Et donc, déjà, se remuscler, dire bonjour à des personnes. Et ensuite, il y a ce que moi j'appelle la technique du trait d'union. Comment, quand je suis introverti, quand j'ai du mal à aller vers l'autre, je peux trouver des personnes avec qui je me sens en confiance et qui sont déjà dans un groupe, ou alors qui ont aussi l'envie comme moi de rejoindre un groupe. Et c'est beaucoup plus simple d'aller rejoindre un groupe lorsqu'on connaît quelqu'un, c'est pour ça que c'est le trait d'union, il a un pied dans ce groupe, un pied dans mon monde à moi, et qui peut me permettre d'aller vers ce monde que je ne connais pas ou ce groupe que je ne connais pas. Donc c'est indispensable d'aller trouver des alliés pour ça, et donc dire bonjour, trouver dans votre entourage des personnes proches avec qui vous pouvez rejoindre un groupe, et enfin le dernier point, c'est de vous mettre des rituels. Ça, notre cerveau, il adore ça, avoir des habitudes. Et comment vous pouvez dire, ok, une fois par semaine, au moins, je vais prendre le temps d'aller vers l'autre. Et notamment, il y a un super outil pour ça, que moi je mets dans mon agenda. C'est 15 minutes de gratitude par semaine. Je mets 15 minutes dans mon agenda. Pour toi-même, du coup. Pas pour moi-même, pour les autres. Je prends du temps de gratitude aussi pour moi, mais 15 minutes pour les autres. C'est-à-dire que j'ai un créneau dans mon agenda. Je suis un peu maniaque, je mets des créneaux partout. Un peu trop de time blocking par ici. Mais en tout cas, j'ai besoin de ça et du coup je me dis ok pendant 15 minutes je vais envoyer un message à mon père, à ma copine, avec quelqu'un avec qui j'ai travaillé, avec un pote d'enfance pour lui dire qu'est-ce que cette personne m'a apporté, pour le remercier d'un truc qu'il a fait ou de se rappeler des expériences. Et tout ça en fait ça nous permet de nous relier à un aspect qui est hyper important, c'est l'interdépendance. En fait je pense que moi j'ai eu l'envie et même le besoin de faire tribu à partir du moment où j'ai pleinement compris
que jamais j'allais réaliser les choses seul et que j'ai vraiment besoin des personnes. Ouais. Donc c'est pour ça que de mettre des temps de gratitude et de se dire qu'on a besoin de telle et telle personne au travers de ces remerciements, au travers de tous ces messages qu'on va pouvoir envoyer, ça va me dire ah oui en fait, nous les êtres humains on n'est qu'une grande toile reliée ensemble, qu'on a besoin de ça. Là tu touches un point intéressant je trouve de ton sujet parce que on dirait que tu dis que c'est possible aussi de faire tribu en étant à distance, en utilisant peut-être les outils numériques actuels, alors que quand on entend un peu les médias, etc., il y a quand même une défiance vis-à-vis de l'outil numérique, notamment les jeunes, tu parlais de leur solitude que c'est aussi lié parce qu'ils passent trop de temps sur leur téléphone, par exemple. Est-ce que pour toi, cet outil numérique, ça peut être une aide pour justement travailler en collectif ou quand même privilégier les rencontres en direct, j'imagine? Ouais. Pour moi, l'outil numérique, il est utile. De toute façon, il est tellement présent dans notre vie qu'il faut faire avec. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et pour moi, il y a vraiment une distinction à avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est de plus en plus communicante. On n'a jamais reçu autant de messages, autant de messages. Mais on est dans une société qui n'a jamais été aussi peu rencontrante. C'est-à-dire qu'on communique beaucoup, mais on rencontre peu. D'accord. On reste dans nos mêmes cercles. On reste dans nos mêmes cercles. On va, même en termes de contact physique, on en a beaucoup moins. C'est un aspect qui est essentiel. Aujourd'hui, moi, dans mon quotidien, alors que je parle de faire tribu, que là je suis dans un aspect où je fais beaucoup de conférences, mais même dans mon quotidien personnel, je rencontre beaucoup moins de personnes. Et ça, à l'échelle de la société, on le remarque. En 10 ans, le temps d'écran, il a doublé. Ouais. En 10 ans aussi, le temps passé avec nos proches, il a été divisé par 2. Okay. Donc on voit bien que sans vouloir jeter la pierre sur les outils numériques, mais le temps qu'on passait ensemble avant, il a quand même été donné au temps derrière les écrans. Et donc aujourd'hui, ça nous montre une chose, ça nous montre que ces outils-là, ils sont utiles, ils nous aident à communiquer, c'est super. Parce que là, moi, mes temps de gratitude, en effet, ça me permet de plus facilement les partager. Mais c'est pas pour autant que je dois oublier que c'est important de rencontrer les gens. Et notamment, aujourd'hui, les études le montrent, une rencontre physique, ça nous libère de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est la fameuse hormone du bonheur. Et aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui le prouve, en tout cas. Rencontrer quelqu'un derrière un écran, aller lui parler, etc., ça ne nous procure pas d'ocytocine. Ouais. Okay. Donc, ça montre bien que notre corps, je ne sais pas si un jour il le fera, je suis personne pour le savoir, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est important d'aller rencontrer les gens, d'avoir du temps ensemble pour rencontrer, pour avoir du coup cette libération d'ocytocine, pour créer des liens. Et c'est pas pour autant qu'on doit complètement bannir les outils numériques parce que ça nous permet de communiquer. Et moi, je sais qu'il y a une personne qui m'a dit un jour, moi, je préfère passer 100 heures sur les outils numériques que 1 heure avec quelqu'un en collectif. Cette personne elle doit vraiment haïr les rencontres en groupe, quoi. Et très difficile pour elle. Oui, mais ce qu'il y avait derrière, c'était quoi? C'était de se dire qu'en fait, on arrive pour être ami avec quelqu'un, pour avoir une relation, peut-être qu'aujourd'hui, en effet, 1 heure de présentiel est remplacée par 100 heures de distanciel. Et que du coup, certes, ça nous permet des choses, mais lorsqu'on voit à quel point ça nous apporte des choses, et même en termes, je pense aux entreprises, à tous ces éléments, en fait, c'est peut-être même plus efficace, plus fécond d'avoir des rencontres en présentiel. Et je pense que toutes les entreprises, toutes les personnes peuvent le voir à quel point le télétravail peut servir à plein de choses, mais il peut être aussi délétère sur plein d'éléments. Et donc, c'est peut-être un mix qu'on doit trouver. Eh bien, écoute, je suis ravi en tout cas d'en apprendre plus sur ce côté lien de communauté numérique ou digital, parce que moi, j'ai souvent pensé que justement le côté numérique pouvait vraiment être complètement délétère, mais en fait, c'est un bon mix à trouver quand je t'entends. Si on revient un peu sur ton livre, pendant que tu avances un petit peu sur ta structure de Capla, sans spoiler, au début du livre, tu
projette un peu dans tes immersions futures, puisque donc tu racontes ton récit d'exploration dans ton livre, et tu te dis comment ça va être ces immersions dans ces communautés. Donc tu as travaillé ton imagination avant de partir. Est-ce que pour toi, c'était plutôt un frein à ce moment-là, ton imagination, ou un moteur pour te lancer dans ton exploration ? Je dirais que j'ai eu de l'imagination dans le sens où je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie d'aller vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller explorer ? Et donc ça, c'était un formidable outil pour moi parce que ça m'a permis d'aller imaginer du coup quelque chose qui n'était vraiment pas là au début. Et ça a permis une autre chose hyper importante, et c'est là où je pense qu'il y a vraiment de l'imagination, c'est d'aller y mettre un récit derrière. J'avais fait différents chapitres au sein de cette exploration avec des titres un peu accrocheurs. Il y avait un storytelling dedans. J'enchaînais les immersions avec un fil rouge qui était personnel, mais qui permettait du coup aux personnes aussi de pouvoir le suivre. Et donc ça a été un incroyable outil pour moi m'embarquer. Je me rends compte que même là, par exemple ce matin, j'ai fait 4 heures de stratégie personnelle. Okay. J'ai eu besoin de me mettre des titres moi je fonctionne par trimestre en ce moment, et j'ai un titre pour chaque trimestre, et j'ai un titre pour mon année, et c'est vraiment, j'ai l'impression de vivre un film et ça me plaît. Du coup tu romances en fait ta propre vie, et quand tu as romancé ta propre exploration. Exactement. Et ça me permet deux choses. Ça permet moi de m'embarquer. En fait, c'est beaucoup plus sympa de me dire alors là je vais raviver des feux de camp. Un autre truc qui aurait pu être sur une roadmap marketing, c'était faire 15 conférences par mois. Non, moi je préfère raviver des feux de camp. Et donc ça me permet de moi m'embarquer, de me dire mais chaque matin je vais raviver des feux de camp. Franchement, ça m'intéresse plus que faire des conférences. Et à côté, ça permet d'embarquer les personnes. Parce que de la même manière que moi ça m'a embarqué, les personnes ils sont plus enclines à aller dire ok, je vais aller raviver des feux de camp avec cette personne-là, plutôt que faire des conférences. En plus, c'est ça, comme tu dis, déjà au niveau curiosité, ça pique, ça se dit qu'est-ce que ça veut dire raviver des feux de camp, et ensuite évidemment tu as toute la projection de ce qu'on est en train de faire. Si c'est ça un feu de camp, bien sûr que je veux le faire. Je vois qu'on commence à être en déj de Capla, on va peut-être en récupérer un petit peu dans la boîte. Coucou tout le monde, c'est Guillaume, je suis en train de faire le montage. Si vous êtes là, c'est que pour l'instant ça vous plaît, donc n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail, et on reprend une fois qu'on a rechargé les caplas. Ok, on a repris nos caplas, on va pouvoir recontinuer notre feu de camp qui commence à bien grandir. Tu nous as parlé que tu romançais ton année, notamment. Je voulais poser un peu en question type de l'épisode pour parler imagination. Ce serait quoi pour toi, si on prend à partir d'aujourd'hui, ton année de rêve, l'année qui arrive ? L'année qui arrive ? Petite projection, imagination dans le futur. Moi aujourd'hui, mon année de rêve, ce serait donc j'ai sorti mon livre il y a 2 mois, qui s'appelle Faire Tribu, et depuis, c'est une aventure quand même assez solitaire. J'ai écrit un livre pendant 1 an, j'ai fait une exploration avant pendant 1 an, et tout ça, à chaque fois, je l'ai fait seul. Et là, je partage aussi ces différents apprentissages dans des conférences, et ça, pareil, je le fais tout seul. Et donc, moi, il y a vraiment cette ambition de refaire quelque chose de collectif. Donc, mon année de rêve, elle serait, je pense, l'un des gros ingrédients, c'est que tous ces apprentissages du faire ensemble, ils puissent être peut-être éclairés, encore plus mis en avant, peut-être même collaborer, qui est un mélange de fait entre cette expertise-là avec une autre expertise, voire d'autres expertises, pour que ça serve collectivement à un projet. Ça, c'est vraiment mon objectif, c'est comment, je sais très bien, je le porte parce que c'est essentiel de faire ensemble, j'essaie d'essaimer comme je peux tous les outils au travers de la newsletter, au travers du livre, au travers des conférences, mais je sens que là, je vais arriver à une phase où j'ai besoin de construire quelque chose avec ce que j'ai, et ça, de le faire ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur mon rythme de vie. Je sens que moi, Paris,
c'est super, c'est génial, il y a plein de bénéfices à vivre à Paris. Moi, je suis pas quelqu'un de la ville et j'ai besoin d'avoir mon identité d'éleveur de chèvres qui soit nourrie, et donc il y a certainement un petit ajustement à avoir sur le mode de vie. Donc là, en effet, moi je commence à prospecter quelques endroits dans lesquels je pourrais vivre à mi-temps. Okay. Faire un mi-temps à Paris et un mi-temps dans un autre endroit de la France, plus proche des montagnes, avec quelques chèvres. Avec quelques... Oh, pour les chèvres, je ne sais pas si ce sera cette année, mais dans 2-3 ans, j'espère. Ok. On arrive tranquillement donc à la fin des questions de mon épisode, et notre feu de camp a bien avancé. Je vois que tu t'es lancé dans une super structure, un espèce de gradin. C'est ça. Non. Ah mince. Ça en fait tomber un autre. Donc tu as écrit ton livre qui est sorti il y a 2 mois, qui s'appelle Faire Tribu, disponible aux éditions Erol. On peut le trouver un peu partout, sur Internet, en librairie. Sur Internet, en librairie. Allez chez votre libraire préféré. Le commander. C'est ça d'ailleurs que j'ai fait un thé pour Tribu. Ah oui. Oui, j'essaye de placer des petits placements de produits comme je peux. Okay. Est-ce que tu aurais une ressource, un livre, un podcast à recommander sur un sujet ça peut être sur ton sujet à toi, ou le livre du moment qui t'inspire, qui te guide, qui t'aide à te projeter dans la suite peut-être. Ouais. Moi, il y a un livre qui a complètement transformé ma manière de rassembler les personnes, qui est du coup quand même une grosse brique quand on veut faire ensemble. Et ça tout autant en termes professionnels que personnels. Et c'est un livre qui s'appelle The Art of Gathering. Okay. Et il vient de sortir. Qui a écrit ? Ah, il vient de sortir. C'est Priya Parker. Et c'était avant, ça fait 10 ans qu'il est sorti. D'accord. Et il était uniquement disponible en anglais. Okay. Et il vient de sortir en français aux éditions Erol. Je fais un peu la pub pour la maison d'édition, mais pour le coup, il vient de sortir en français, et il y a dedans 8 règles pour comment on crée un événement, un rassemblement qui tisse vraiment des liens entre les personnes et qui permet vraiment à pas faire un événement pour un événement, mais faire un événement qui a un but. Okay. Et sincèrement, que ce soit l'événement de lancement de mon livre ou mon anniversaire ou Noël, à chaque fois je reprends les 8 règles pour être sûr que cet événement-là, je ne le fais pas juste pour faire un événement, mais je le fais pour vivre quelque chose de spécial. Donc je vous le conseille à toutes et tous. Donc on peut s'en inspirer si on souhaite imaginer n'importe quel événement et avoir les bonnes règles pour que tout se passe bien. Exactement. Notamment, il y a le 4e ou le 5e principe qui est, en français, ce serait créer un monde alternatif. Okay. Et donc je pense que là, pour créer un monde alternatif, on n'a plus que jamais besoin d'imagination. Parce que je pense qu'on a toutes et tous un moment où on est rentré à un événement et on se dit « Ah ouais, en fait, c'est un autre monde qui est là ». Et quand on sait qu'on est dans un autre monde, on permet d'avoir d'autres facettes de soi qui soient développées. Et je pense qu'on a tous et toutes besoin de pouvoir développer ces différentes facettes et pas juste être un archétype de soi-même. Écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cet épisode, d'avoir écouté jusqu'au bout ou regardé notre structure. Je mettrai à la fin une petite vidéo de notre plan peut-être d'en haut pour remarquer notre feu de camp. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt. À bientôt. C'est génial. Parce que ça te met vraiment pas dans la même disposition. Après, c'est peut-être moi, mon cerveau qui fait ça.